Kaby est mort. Izzy, c'est une amie proche de mes parents, et c'est aussi ma merdeuse autoproclamée. Mère Deuse. Elle a fait toutes les premières contractions avec ma mère. Mon père. Je l'ai rarement vu aussi ému. Ce jour-là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Je ne connaissais ni Cabu, ni Charb, ni Wolinski, ni même Charlie. Mais je savais que c'était grave. Les adultes en parlaient. Ils étaient sérieux. Est-ce qu'elle vous parle, cette histoire ? Est-ce qu'on comprend ce que tu veux dire et qu'est-ce qui a été chez nous déclencheur de ce passage? Par Parce que exemple. Bobby Sand. Bobby Sand de l'IRA. Et c'était la grève de la faim, Thatcher qui refusait de y aller. Alors après, IRA, pas IRA, j'étais gamine, je devais avoir 11 ans. Bobby Sand est mort le 6 mai, la veille de mon anniversaire. Et je suivais ce truc en tant que gamine, d'entendre une grève de la faim qui était... C'était horrible pour moi de dire qu'on allait laisser quelqu'un mourir de faim. Mercredi. C'était arrivé le matin et je l'ai appris à midi. J'avais l'habitude de rejoindre mon père à ce bar pour manger. Plus petit, j'y accompagnais souvent mes parents. Je passais devant les journaux et j'allais regarder les tracts de spectacles que je trouvais plus jolis. Ce souvenir, je le ressasse en boucle. Je me vois observer mon père et Izzy depuis le bas, depuis ma taille d'enfant. Pourtant, ce jour-là, j'ai 15 ans et je fais 1,80 m. J'ai voulu en parler. J'ai réuni 4 personnes au milieu de rien pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous affecte. Dans cet endroit secret, ils se sont assis ensemble et je les ai laissés divaguer. Le choc en fait. Tu peux laisser quelqu'un mourir de faim. Mais c'était pas le premier non plus. Hein. Bah non, mais bon, à mon âge, oui. pour moi c'était le premier quoi. Et c'était, je me rappelle qu'on en parlait avec mon père et il m'expliquait effectivement que c'était pas le premier et tout, mais c'était violent. Hyper violent. Ah, moi, en ce qui me concerne, on en parlait rapidement tout à l'heure, c'est le 11 septembre 2001. Ah oui. Je me souviens, la scène, j'étais chez mes parents, dans le salon, et j'ai mon grand-père qui arrive, et mes parents rentraient à peine du travail, donc il dit, il s'est passé, il y a un avion qui a percuté les deux tours, et en fait, je me souviens très bien, pendant une heure, visuellement, j'ai l'image, j'ai mon grand-père, mes parents qui arrivent à... Et même moi qui n'ai pas vécu, je les images. Et en fait, là, c'est là peut-être que j'ai pris conscience, j'avais quoi, en 2001, j'avais 10 ans. Non, mais c'est dans les grandes images que tu as dans ta vie, comme mais ça, là, les graves. Quand marcher sur la Lune, mais c'est du même ordre, tu vois, c'est au même niveau presque dans ton histoire, en tout cas. Ouais. Et moi, je me souviens, je disais, parents, mais pourquoi ils font ça? Je me souviens encore pourquoi ils font ça. J'avais 10 ans, je ne comprenais pas, mais pourquoi des gens foncent dans un avion? Pourquoi? Moi, c'était particulier parce que le Charlie Hebdo, du coup, j'étais en première. Et l'année d'avant, en seconde, je sais pas si ça a fait le bruit de la région ou de la France ou autre, mais en tout cas, dans le lycée, on en a beaucoup parlé. C'était une fille, c'était juste l'histoire très simple, aucun rapport avec un massacre, ni de mort, ni rien, mais c'était l'histoire très simple d'une fille qui, de notre âge, qui allait être virée de France parce qu'elle avait plus de papiers régularisés. Ah oui. Comment? Leonarda. Non, je crois pas que c'était ça. Ça commençait par un A, c'était un nom court en 4 lettres, un truc comme ça. Je sais plus son prénom. C'est elle allait être envoyée parce qu'elle avait plus de papier, je crois, quelque chose comme ça. Ou il y avait un problème avec sa famille, je crois. Bref, elle allait être mise dans un avion, quoi. Ah ouais.
Et du coup, il y avait un gros rassemblement devant le lycée Ouais. pour elle. Et plein de profs, c'est la première fois que moi je voyais des profs aussi hyper engagés, parce qu'au collège, moi j'étais dans un collège de campagne, voilà. Le lycée, c'était une ville un peu plus grande. Et il y avait un grand rassemblement, tout le monde parlait fort dans des mégaphones, tout le monde se battait pour elle. Jeudi. On en parle en cours. Un discours et une minute de silence sont prévus à midi. À la pause de 10h, tout le monde se regroupe devant le lycée comme d'habitude. On discute. Une voiture arrive et se gare sur le trottoir. Tout le monde la regarde. Un jeune homme en sort. Il grimpe sur le toit de la voiture et dresse un mégaphone. Il double le proviseur. Lui aussi fait un discours et proclame une minute de silence. Personne n'ose la briser. Quelqu'un s'est baissé. Il a ouvert sa trousse et en a sorti un stylo. Il s'est relevé et l'a dressé au-dessus de lui comme une antenne. D'autres ont suivi. Ton antenne, par exemple, moi je pense à la main, ça a rien, c'est pas ce qui me touche maintenant. Quoique un peu aussi, toujours, mais moi c'était la main ne touche pas à mon pote. C'était après Malik Oussekine, c'était 1984, les lois Devaquet de l'éducation nationale, toujours machin. Et c'était. Il y avait vert, toutes les couleurs. Et il y avait ce jeune Malik Oussekine qui s'était fait assassiner à Paris. Et après, il y avait le mouvement avec Arlène Désir, Touche pas à mon pote. Il y a le mouvement Touche pas à mon pote qui est né. Et on avait tous le badge, quoi, avec la boge US, les machins. Donc ça, c'était, je pense, notre antenne à moi. C'est mon antenne à moi. Comme toi, t'avais ton crayon, moi j'avais ma main. Et moi, j'ai été très remuée par les histoires des Ouïghours récemment. Parce que je suis allée dans leur pays, ils appellent le pays ouïghour, en Turkménistan, et c'est un pays absolument magnifique, c'est de part et d'autre d'un des plus grands déserts du monde qui s'appelle le Taklamakan. Sur les routes, tu vois ils se promènent qu'avec des chariots et des chevaux. Et, les pauvres ont un âne et une charrette, les plus riches ont un petit cheval et une charrette, et les très riches ont 2 chevaux et des tapis persans sur leur charrette, tu vois. Et on les bouscule, on les traite de... Je sais pas, moi ça me dérange énormément tout ça. Ça me gêne jusqu'ici. Et je vous parlais de mon ami tibétain, et il y a une 15aine d'années, j'ai vu un Tibétain marcher sur la route, ma petite route perdue, là. J'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter et de lui demander d'où il sortait et tout. En fait, c'était un type qui était en France depuis assez longtemps et qui arrivait dans le coin. Mais quel bonheur de partager avec quelqu'un de loin, d'ailleurs, d'un pays qu'on a aimé, qu'on a visité. Moi, c'est ce que j'allais dire depuis tout à l'heure, parce que je vous ai tous écoutés et moi, j'ai jamais eu d'ancrage direct, j'ai jamais éprouvé directement des... Pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. Et peut-être que j'en ai subi, que je me rendais pas compte que c'en était aussi des fois des... Rien que le fait de vous écouter, en fait. C'est l'empathie tout bête, mais rien que le fait de vous écouter et d'écouter tous les gens qui en parlent. En ce moment, moi, je sais que je suis très sensible aux questions du genre et du féminisme et tout ça, et du genre en particulier, des gens. Et je pense que ça se joue vachement sur l'écoute directe, de face à face, au quotidien, de personnes qui me parlent de ça et qui sont pas qui sont directement touchées, mais qui sont touchées par ça. Écouter les gens concernés. C'était une bonne idée.
Ça m'a plu. J'ai eu envie de le faire. Alors je suis allé voir Salim. Il a fêté il y a quelques mois ses 10 ans de militantisme. C'était à l'âge de 15 ans. 15 ans, c'était en 2011. Donc 2011, une date assez mémorable dans l'histoire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, notamment par rapport à ce qu'on appelle entre guillemets le printemps arabe. Enfin, printemps arabe, hein, c'est bon. On va pas parler de ça, mais voilà, entre guillemets. C'est une mobilisation qui a commencé à la base sur les réseaux sociaux, donc à un pic des réseaux sociaux et à l'arrivée d'Internet, bien sûr, après les années 2000, etc. Donc tout le monde avait accès à ce genre d'informations, disons, entre guillemets, populaires. Et même à l'âge de 15 ans, on s'y intéresse parce que ça arrive jusqu'à nous, en fait. On n'a pas à aller la chercher autre part. Donc, après, je suis parti à Rabat. Pour finir mes études. Donc là, j'ai eu mon bac dans la ville de Meknès et je suis parti à Rabat pour faire mes études de sciences politiques. Je disais, c'est une étape qui pourrait t'intéresser un petit peu. C'est parce que le 28 octobre 2016, exactement, dans la soirée du 28 octobre 2016, il y a un monsieur, paix à son âme, au Maroc, dans la ville d'Al Hoceima, ce monsieur est marchand, hein, il vend du poisson. Voilà, il pêche pas, c'est un revendeur de poissons, donc il va chercher le poisson au port et à la criée, voilà, il sort revendre son poisson. Ce monsieur avait une cargaison d'espadons, qui est une espèce protégée, donc interdite à la pêche dans des périodes sûrement de l'année. Et donc pêché par un gros chalutier, sûrement parce que, qui appartient à de grandes têtes de l'économie marocaine. Bon, il y a beaucoup de versions. Mais la personne, disons, quand elle voulait passer la porte du port et sortir, il a été arrêté par la police, la douane et les services vétérinaires. On a dit votre cargaison est illégale et on l'a mis dans un camion benne, tu vois, pour détruire la marchandise. Alors que lui, il l'avait acheté, donc c'est pas lui qui est dans l'illégalité. Enfin, peut-être la possession, mais voilà, c'est pas lui qui est forcément dans l'illégalité d'avoir ramené ce poisson. Le monsieur était tellement, il voulait pas que sa marchandise soit perdue, et il rentre dans le camion benne. Et là, dans la vidéo, on entend un monsieur des autorités qui dit broie-le sa mère. Vendredi. Je suis monté avec mon oncle et mon cousin à Paris. Nous avions une place pour une avant-première d'un film au Grand Rex. Un peu avant, nous sommes dans un bar. Des dizaines de fourgons passent devant la vitrine. On ne comprend pas. Ma mère m'appelle. Elle me demande si tout va bien. Une prise d'otage a eu lieu à Porte de Vincennes. Et ma demi-sœur accourt dans le lycée en face. Pas de nouvelles. J'apprendrai plus tard qu'elle était en sécurité, car elle séchait les cours. J'ai eu peur. Six ans plus tard, un virus a fait le tour du monde. Sur ces images, je suis positif au Covid-19, un variant anglais pas très exotique. J'en suis à mon 3e jour d'isolement. Ce n'est pourtant pas ce qui m'occupe le plus l'esprit pendant ces 3 jours. Des militaires ont signé une tribune menaçant d'un coup d'État. Je ne pensais qu'à ça. Ça m'a obsédé. Dans la même journée, je lis un vieux manga sur la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai refermé. J'ai eu peur. Quand j'ai monté l'histoire de Salim sur le poissonnier, et qu'il a terminé sa dernière phrase, j'ai dû mettre pause et prendre l'air. J'ai eu peur. Tu peux avoir peur et tenir le coup. Ouais. Tu peux être léger tout en connaissant le poids des choses. Ouais, ça c'est exactement. Là, je signe. Elle a bien dit. Je signe.
Je me souviens. Le lendemain des attentats, il y a eu des manifestations gigantesques. Peut-être les premières auxquelles je participais. Tout le monde était habillé en noir. Il y avait Izzy. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu un bout de tissu avec un grand sourire. Je suis ta mère, à la manière des slogans de l'époque. J'ai ri. Oui, je pense que c'est sûrement une manière de dédramatiser, quoi. Le rire, je trouve que le rire fait passer tellement de choses, quoi. Tu vois, par exemple, Bonnie me le disait, quand le matin, pour se dépêcher, quand voilà, c'était tiens, la première habillée, elle a gagné, et ça marchait à tous les coups, quoi. Plutôt que dépêche-toi, voilà, des trucs comme ça. Ou quand je me faisais couper EDF, je lui disais qu'on allait faire un bain romantique et je mettais plein de bougies de partout. Et elle s'en est aperçue quand elle avait 18-19 ans. Elle me dit, mais attends, mais en fait, c'était parce qu'on était coupés. Je dis, bah ouais. Et voilà, c'était. Mais sinon, la légèreté, c'est. La légèreté. C'est la vie, la légèreté. La légèreté. Ça, Il m'a fallu. Mais c'est vrai que c'est un vrai contrepoids. À 20 ans, je me posais plein de questions existentielles. J'avais une niche, machin. Je disais, voilà, bah, tu comprends le rapport à l'existence. À 20 ans. Et maintenant, tu vois. Oui, mais il y a maintenant. on travailler sur ces sujets-là aussi. C'est ça, voilà. Et puis, là, j'arrive. Travailler sur la légèreté. C'est clair, c'est clair. Et voilà. Non, j'ai cette légèreté que je n'avais pas il y a 7-8 ans. Juillet 2017, on était du coup monté de Rabat. Enfin voilà, il y a une grande manifestation dans la ville d'Al-Hoceima, la ville où est mort le vendeur de poissons, Mohsin Fikri, le 28 octobre 2016. Du coup, juillet 2017, on monte dans cette ville et on n'avait pas vu qu'il y avait les services de renseignement dans la rue et ils ordonnent notre arrestation dans une ruelle avec 2 autres amis, 3 autres potes. Et voilà, on est arrêté, on est conduit dans un commissariat et on nous enlève nos téléphones, nos papiers et tout, on est mis dans une cour. Tu vois, cette terrasse-là, allez, 3-4 fois cette terrasse. Mais on était genre 400 personnes. Tu ressentais quoi quand tu étais avec ces gens-là? Avec les flics? Ouais, dans la cour. Là. Ah, dans la cour avec mes camarades. Enfin voilà, nous on a un proverbe, je vais le dire en arabe, après je vais le traduire, c'est la prison avec les potes, c'est toujours mieux. Je me permets, il n'y a pas que de la colère, tu vois. Enfin, par exemple, quand on est dans l'organisation, quand on est dans l'animation de séances, de réunions, etc., c'est d'autres émotions, tu vois. C'est vraiment aussi la joie d'aboutir à des choses. Parce qu'on a gagné pas mal de... On n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné quelques batailles quand même. Mais c'est des sentiments de joie incroyables. Parce qu'on est tellement en groupe, hein, c'est pas des sentiments individuels, c'est ce qui est bien dans le militantisme. J'ai fait beaucoup de manifs de féministes et se promener avec son soutien-gorge comme ça. Dans Paris, c'était pas mal quand même. Et puis ça m'a donné une force que j'ai jamais perdue pour défendre cette cause-là en tout cas. J'avais 25 ans. Ouais. Et 2 enfants. Mais me dire que même mariée avec 2 enfants, arriver à trouver la liberté d'aller faire ça et de se retrouver avec des sœurs, enfin des filles et des... Ça m'a jamais lâché, hein, après. Voilà. Avant les attentats de 2015, ce qui se passait dans le monde me semblait recouvert d'un voile. Et depuis, tout s'enchaîne. 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Et pourtant, après en avoir parlé avec tout le monde, je crois que je suis heureux d'avoir levé cette antenne au-dessus de ma tête.